Voilà, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes maintenant en direct pour ce webinaire du 23 octobre 2020. Durant ce webinaire, nous allons donc parler de la lentille intraoculaire Lucidis, lentille à profondeur de champ étendue, appelée aussi EDOF. Cette lentille est fabriquée en Suisse par la société SAV-IOL. Je suis donc le responsable vente et marketing pour SAV-IOL et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Beauvais de Genève ainsi que le docteur Farge de la ville d'Amiens en France. Alors, avant de commencer, j'aimerais tester rapidement le chat. Si vous pouvez nous faire un petit coucou dans le chat juste pour voir si tout va bien, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien aussi. Oui, Et puis, voilà. Et puis, j'en profite pour vous rappeler donc que, vous informer que ce webinaire est donc enregistré et qu'il sera disponible ultérieurement sur notre site internet sav-iol.com ainsi que sur Facebook et sur YouTube. Nous allons également le traduire, donc ajouter des sous-titres en anglais plus tard pour le rendre disponible au plus grand nombre, puisque nous avons reçu un fort intérêt de la part de distributeurs et de chirurgiens qui ne parlent pas le français. Voilà, donc apparemment on nous entend, ça a l'air de bien fonctionner. Alors, je pense que nous pouvons commencer. Je vous propose de commencer la première présentation avec le docteur Beauvais. Docteur Beauvais, si vous êtes prêt, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, en guise d'apéro, on va parler du Lucidis pendant 1 heure. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. On fait partie d'un groupe qui s'appelle ONO, Ophthalmology Network, et on a plusieurs cliniques et il y a plusieurs chirurgiens qui ont participé à cette présentation, entre autres le docteur Aram Bourou, qui a fait la première présentation sur Lucidis en 2018. Je suis un consultant du groupe ONO et je n'ai pas d'autres intérêts financiers avec la maison Saviol. Je vais vous parler rapidement des faisceaux gaussiens et des faisceaux de Bessel parce que je pense que c'est assez intéressant et je pense que c'est la seule lentille qui a ces propriétés-là. En faisant une petite revue des EDOF, on a commencé en 2018, je vous montrerai un film. Les résultats 2020, ce que j'ai pu récupérer, mes complications et mes conclusions sur l'implant. Vous savez tous que pour faire une profondeur de champ, on a tous utilisé une aberration sphérique, en tout cas dans les presbylasiques. Pour ceux qui ont utilisé le facteur Q, on le tordait jusqu'à moins 0,9 comme Hain l'a fait pour les 2 yeux. Ça marche, mais ça donne des aberrations et on a toujours des aberrations. Et cet implant marche avec un faisceau de Bessel qui est quelque chose que je n'ai pas encore complètement compris, mais si on a un faisceau gaussien avec une lentille qui est un axicone, vous allez voir ça sur Wikipédia, c'est extrêmement intéressant, on arrive à tordre le faisceau et il devient un faisceau de Bessel. Et ce n'est pas une lentille diffractive en fait. C'est pour ça que si vous regardez sur les pubs du Lucidis, il ne marche jamais diffractif. Et c'est un grand, grand avantage. Je vais vous montrer un peu plus loin avec des schémas. Vous avez ici un faisceau gaussien, comme on a l'habitude. Et là, vous avez de l'autre côté un axicone. Et suivant sa taille, vous arrivez à avoir une profondeur de champ qui est plus ou moins grande et à plus ou moins longue distance et plus ou moins pointue. Ça, c'est le dépôt du brevet qui a été fait comme ça. Je vais vous le montrer un peu plus loin. Donc, il y a eu un brevet en 2008 par Apter Robert et Apter Alain qui a été racheté par la maison Saviol et qui est à peu près protégé dans tout le monde. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il a aussi mis des systèmes diffractifs à ce niveau-là et je pense qu'il n'y en a pas besoin. Là, ici, vous avez une image d'un faisceau gaussien où vous voyez qu'on peut avoir une EDOF, un Extended Depth of Focus, mais vous voyez qu'il est très, très faible.
par rapport à un faisceau de Bessel qui est beaucoup plus grand. C'est ça l'avantage. Et alors, l'autre chose, c'est que vous voyez comment se passe le faisceau. C'est clair qu'il est aussi très dépendant de la pupille. Si vous reprenez ce qu'on faisait autrefois pour ceux qui s'amusent encore à faire des aberrations sphériques, eh ben, c'est le Z4. Mais vous voyez que les aberrations, toutes les aberrations, comme vous voyez les lettres, vous pouvez bien voir une lettre en 5/10, mais il est extrêmement aberrant. Voilà encore, donc ici, c'est pour vous montrer ce qu'on fait en chirurgie réfractive. On augmente la valeur Q, donc on fait une aberration sphérique au milieu de la lentille, on augmente le depth of focus, tandis qu'avec une lentille axicone comme vous avez là ici, en postérieur, eh bien, vous avez une immense plage de depth of focus. C'est ça le gros avantage de cette lentille. Et la publicité de Lucidis ne vous le dit pas, je pense qu'il le cache aux autres parce qu'il n'y a pas d'autres lentilles qui sont comme ceci, à mon avis. Là, vous avez plusieurs types de lentilles. Typiquement, la lentille qui fait énormément une très bonne pub, d'ailleurs, elle n'est pas avec un axicone. C'est sûr que non. Les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, la Lucidis l'est. Les autres lentilles concurrentes ne le sont pas. Elles utilisent d'autres aberrations, mais pas ce type d'axicone. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que la Lucidis, c'est la petite sœur de toutes les lentilles. Et vous voyez que les autres lentilles utilisent des cercles de diffraction. Et quand on les a utilisés, on ne les a pas beaucoup utilisés, peut-être une ou deux fois, les patients étaient plutôt gênés toujours par les halos, tandis qu'avec la Lucidis, ils n'en parlent jamais. Et on peut même leur suggérer des halos, ils n'en parlent jamais. Donc, c'est une très grande avancée dans les implants de loin de près. Voilà son type. On a un petit peu de peine, nous on utilise toujours la Lucidis 108 parce qu'on ne regarde pas le blanc à blanc. Peut-être que des fois, chez les hauts myopes, on devrait utiliser l'autre, mais c'est un petit peu compliqué. On oublie d'utiliser la 124, on n'utilise que la 108 pour des raisons de bêtises, certainement. On prend que la Lucidis 108, mais peut-être qu'on devrait prendre de temps en temps l'autre. Voilà le type de lentille. Donc, ça va de plus 5 à plus 30, pardon. Et puis, il y a maintenant des cylindriques avec un plus 1, plus 1,50, de 25. Ça suffit amplement et on l'utilise de plus en plus parce que vous verrez que c'est un gros avantage pour l'amélioration de la vision. Et puis, on peut l'injecter maintenant, on l'injecte avec un 2.0. Là, les films que je vais vous montrer, ça sera plutôt de 2. On pénètre dans la chambre antérieure. Voilà la publicité du Lucidis. Vous voyez, on croit que c'est une aberration sphérique, mais ce n'est pas du tout ça. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que c'est très pupille dépendante, puisque si vous avez une grande pupille, vous avez presque plus d'effet. Par contre, autour de 2,5, 2, vous avez tout l'effet qu'il faut. Et ce qui est assez amusant, c'est que de près, on a aussi une très bonne... ça, je passe, vous l'avez tous vu. Et là, je vais vous montrer ce qu'on fait chez nous. Donc, c'est une opération de cataracte tout à fait normale. On fait 2 parasynthèses. Donc, on travaille toujours en temporal. On injecte un anesthésique dans la chambre antérieure. Ensuite, on a un visqueux dispersif et cohésif. On fait une incision toujours temporale à 2.0. On fait un capsulorhexis à la pince, tout ce qu'il y a de plus normal. On a été très étonné du mot laser et de faire un capsulorhexis au laser. Ça marche extrêmement bien, les gens adorent ça. J'espère qu'on fait aussi bien sans, mais je pense que le laser a toute sa place dans un futur prochain, puisque les gens le demandent, donc le patient. Là, on utilise une Stellaris avec un Cobra type. Je fais un Phaco-Shop avec un trou central. Plus le noyau est dur, plus je fais un trou central important. Je casse mon noyau et puis soit je le mets dans la chambre antérieure, soit je le mange. J'ai mangé de l'autre côté. Ensuite, l'épinoyau
c'est toujours un petit peu un problème. Je l'enlève comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais bon, ça s'enlève. Ensuite, on fait une bimanuelle. On est plutôt du côté du système allemand, donc on enlève avec la bimanuelle de Beaune d'un côté et de l'autre. Et puis, on va préparer l'implant. L'implant, c'est un implant assez épais et on a eu quelquefois des problèmes de zonulolyse quand on l'enfonçait, comme on fait une injection bouche à bouche. Quand on l'injecte, si on l'injecte fortement, on peut avoir des zonulolyses au niveau temporal. Il faut vraiment y aller assez mollo, surtout au départ, parce que c'est un implant qui est gros. Et puis, j'ai toujours mis des capsules Spannring, des anodes de tension pour bloquer l'implant. Je pense les assurances n'aiment pas beaucoup qu'on le mette, mais je pense que c'est important. Puis là, vous voyez, j'arrive dans la chambre, donc j'ai augmenté l'incision à 2,2. Et puis, vous voyez, cet implant est assez épais et il faut vraiment aller doucement pour ne pas abîmer la zonule et pour qu'il se place bien. Et regardez bien, vous voyez ces cercles concentriques, on a l'impression que c'est des cercles. Vous voyez maintenant là, et ben ça c'est typiquement l'axicone qui donne cette vue-là. C'est extrêmement important et c'est ça qui donne le depth of focus. Et vous le revoyez encore un peu là, et ça c'est vraiment un implant avec un axicone. Voilà, donc on a commencé en 2017, on en a implanté 570 dans tout notre groupe. J'ai fait vite le calcul de 2020, il y en a un petit peu moins. Covid oblige, et c'est à peu près ça ce qu'on a implanté. Anna Rambourou a fait une première étude sur 20 cas, et je vais vous montrer sa courbe de défocus binoculaire. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'avec 6 dixièmes, on est à plus 1, même un plus 1,25. Et puis de l'autre côté, on est à 6 dixièmes avec un moins 2. Donc c'est une immense courbe de défocus qui est absolument géniale. Donc on avait pris pour la première étude des patients de plus de 50 ans, une cataracte qui ne voulait plus de lunettes et puis qui n'avait pas d'astigmatisme parce qu'à l'époque, le lucidisme n'avait pas d'astigmatisme et puis un AL de 22 à 25. On avait tout enlevé, donc les glaucomes, les maculaires dégénération, les Fuchs, etc. Et puis on n'avait pris aucun astigmatisme ou des faibles astigmatismes et pas d'ambliopie. On avait regardé en binoculaire la vision de loin, d'intermédiaire à 60 cm et de près à 40 cm. Et puis la monoculaire corrigée. Et vous voyez qu'on a d'excellents résultats sur ce petit nombre de patients en binoculaire non corrigé. Vous voyez qu'on a en décimale, excusez-moi, on a 0,92, 0,75 et 0,82. Donc c'est vraiment une étude avec des patients bien choisis, etc. Et vous voyez qu'il y a 50% des gens qui ont 10 dixièmes, 25% qui ont 10 dixièmes et 25% qui ont 10 dixièmes de loin, mi-distance et de près. Ça, c'est moins intéressant parce que c'est la meilleure correction, la vision corrigée avec un œil. C'est juste pour vous dire qu'on arrive à 0,92, 0,75 et 0,82. Bizarrement, on n'arrive pas à corriger à 10 dixièmes un œil à mi-distance, etc. On a de la peine à les corriger mieux que ce qu'ils sont sans correction. Là, c'est une autre étude que j'ai faite assez rapidement, rétrospective, donc ce n'est pas une vraie étude. Il y a plusieurs chirurgiens. J'ai trouvé 77 patients. On a fait 154 lucidis. Et puis, on a fait 28 lucides historiques. Donc, ça commence à venir et je pense qu'on va faire de plus en plus des toriques. Et puis, 6 monoculaires parce qu'on a eu quelques problèmes. Et ça, c'est ennuyeux. Et là, vous avez les résultats. L'acuité visuelle avec correction avant l'opération,
On prend des gens qui ont bientôt plus de cataracte, 6/10 à l'époque, pour moi, ce n'était pas une cataracte, mais bon, maintenant, ça le devient. Et puis, on arrive quand même un petit peu mieux avec une correction. De l'autre côté, c'est en logmar pour faire nos calculs. On a regardé la valeur de la sphère en pré et en post-op. Je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Donc c'est une valeur absolue de la métropie. On est à 1,75. On arrive à 0,40 en post-op, en sphère, ce qui est, on devrait encore arriver à beaucoup mieux, je pense, dans nos calculs. On a encore beaucoup de Tsai 500 et peut-être qu'avec des biométries meilleures et plus d'attention, on devrait arriver à faire mieux. Et puis la valeur du cylindre, vous voyez qu'elle reste encore, je pense, encore inacceptable. On arrive à une valeur de cylindre résiduel de 0,45 et puis on devrait arriver en tout cas à la moitié moins, je pense. Mais bon, ça nous permettra de nous améliorer. Maintenant, l'acuité visuelle sans correction de loin et de près, j'ai malheureusement pas, on ne calcule pas encore systématiquement le 80 cm, mais vous voyez que l'acuité visuelle de loin, après opération, elle est à 8/10, un peu plus, et puis on est à 6,5 sans correction de près, donc à 40 cm, ce qui n'était pas du tout pensé au départ pour cet implant. De l'autre côté, c'est en logmar, ça troublera plutôt qu'autre chose. Les complications qu'on a eues, c'est qu'on a eu une zonulolyse parce que de temps en temps on se plante. Les décentrements d'implants sont extrêmement importants. Si vous ne mettez pas l'implant complètement dans le sac et qu'il n'est pas centré picobello, votre implant ne marche pas, mais il marche quand même comme un plan. Et puis les rotations d'implants, je pensais parce que je prends des implants trop courts. J'en ai une qui a tourné 2 fois, que j'ai dû remettre, parce qu'on met beaucoup moins d'anneaux de tension. Et puis, il y a un implant qui nous sauve extraordinairement maintenant, c'est l'Adone, n'importe quel, le Sulcoflex, le Sulcofix. Ça vous permet, quand vous avez un résiduel de 0,75 positif ou négatif avec ou sans astigmatisme, vous mettez cet implant par-dessus dans le sulcus et miracle, le patient voit et il est content. Donc, c'est vraiment un avantage qui est extraordinaire. Maintenant, on dit toujours aux patients, si au bout d'un mois, vous ne voyez pas très bien, on vous fait une super réfraction, on vous met l'Adone et le tour est joué. Donc, on a plus de patients qui sont vraiment, qui sont comme avec les diffractives. On avait des jeunes ou des moins jeunes qui n'étaient pas contents. On finissait par enlever les implants, puis ça nous bloquait. Avec cet implant-là, il est extrêmement user-friendly et les patients sont contents. Là, vous voyez, très satisfait, 38%, satisfait, 56%. Puis des lunettes portées tout le temps, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui en portent. Je n'ai pas pu faire plus que ça, mais il y en a qui portent des lunettes. Mais la plupart du temps, ils n'en portent pas. Il y en a très peu qui en portent tout le temps. Donc, il faut quand même toujours des gens motivés, qui veulent moins de lunettes et pas de lunettes. Ça, c'est très important, la différence. Il faut toujours opérer les 2 yeux et on commence de plus en plus à faire ces gens les 2 yeux en même temps, surtout s'ils demandent le laser parce que c'est pour des questions de commodité. Et bizarrement, les gens sont très contents qu'on fait les 2 yeux en même temps. Il faut toujours leur dire qu'il faut une extrêmement bonne lumière, ça marche. Les gens, les très forts myopes, on ne les a jamais fait. Si c'est un patient qui n'est pas conforme, qui est trop exigeant, qui est un conducteur qui conduit la nuit ou qui est un chasseur, on a tendance à toujours pas les faire. Le calculateur torique, en fait, la maison Saviola a dû reprendre le calculateur de Barrett parce que je n'ai pas trouvé de différence, donc c'est un bon calculateur. Ce qui est intéressant ce qui est intéressant, c'est de vous faire, de regarder votre incision et de regarder ce que ça entraîne comme problème. Quand vous faites votre incision de 2,2, 2,3 ou 2,6, vous verrez que ça entraîne un astigmatisme qui est important. Et surtout, si vous faites des incisions obliques, ce qu'on ne fait plus depuis longtemps, ça vous transforme votre astigmatisme terriblement.
Et là, c'était juste pour finir avec cet implant que je trouve vraiment génial. Vous voyez qu'il y a un add-on derrière parce qu'il y a ces petits reflets. Et puis là, on a mis un sulcofex dans la chambre antérieure. Donc, il faut simplement savoir qu'on doit le mettre courbé dans l'autre sens pour pouvoir l'injecter facilement parce que c'est un implant très très fin et si on met pas les deux pattes au départ derrière l'iris, c'est un peu difficile au départ. Vous voyez, les deux oreilles de Mickey vont derrière l'iris et ça c'est vraiment important, surtout au début parce que les oreilles sont tellement souples que c'est très difficile à mettre. Et en fait, c'est un implant qui ne bouge pas grâce à ces aptiques qui sont en diamant. Et puis là, vous voyez, on voit un tout petit peu qu'ici, on va corriger l'astigmatisme. Et là, je corrige un astigmatisme de 0,75 avec de 0,75 et une sphère de 0,50, donc extrêmement peu. Et ensuite, le patient, il est content. Il arrive à voir de loin et de près et ça sauve énormément de choses. Pardon, donc en técom médecin, on est déjà à la maison, donc c'est pas pour revenir. Je pense que c'est un implant qui est extrêmement facile à utiliser, même s'il est gros pour le mettre dans la chambre antérieure. Il corrige extrêmement bien de loin, de mi-distance et de près, peut-être un petit peu moins de tout à fait près. Il n'a aucun halo, et ça c'est sûr. Et puis, il faut corriger l'astigmatisme. S'il est plus de 0,75, il faut le corriger. Et puis, si vous croyez utiliser des Z-off, il y a plein de faux Z-off sur le marché. Et puis, il faut utiliser le calculateur de Barrett. Voilà, j'en aurais terminé. Et voilà, on prend l'apéro maintenant avec mes enfants. Voilà, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, il y a une question dans le chat, une personne qui demande donc pourquoi pas pour les chasseurs? Parce que c'est souvent des gens très exigeants, ils travaillent dans l'ombre, et puis c'est difficile quand on a un fusil de voir je ne sais plus comment ça s'appelle, le type. Il y a en même temps une vision de près et de loin qui doit être extrêmement pointue, et c'est souvent des gens qui sont très très pointus avec leur vision. C'est un petit peu comme les horlogers, mais les horlogers travaillent très bien de près, donc on a plus de facilité de corriger un horloger de très près, et puis il ne sera pas mécontent de voir flou de loin. Donc ça, c'est des choses qu'il faut voir. Le chasseur, il est souvent très exigeant. Mais ça, c'est peut-être pas en Picardie, ça. Euh, Fargès nous dira. Mais en tout cas, typiquement les gens, le camionneur qui circule la nuit, on lui mettra un implant de plus en plus normal parce que c'est trop difficile. On n'est pas encore sûr de notre. Mais quelqu'un qui veut moins de lunettes, euh, qui n'est pas, qui sait où il va, c'est un implant qui est extraordinaire à mon avis. C'est, je pense, l'implant enfin, actuellement, c'est l'implant que je mets en premier pour quand on me demande de voir de loin et de près. J'appelle plus ça un multifocal parce que pour moi, ce n'en est pas. C'est vraiment une génération au-dessus, en tout cas. D'accord, très bien. Ben, merci pour votre réponse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment pas pour l'instant. Alors moi, j'ai une petite liste de questions, donc on y reviendra peut-être tout à la fin. Alors, je pense que nous pouvons passer la main et passer à la présentation du docteur Farge. OK. Vous m'entendez? Là, oui, très bien. Bon, très bien. Donc, je vais partager mon écran. Ta, ta, ta. Voilà. Je vais arriver sur ma présentation.
Alors déjà, je remercie beaucoup le docteur Beauvais parce que j'ai appris beaucoup de choses avec sa présentation. Moi, j'ai une pratique beaucoup plus modeste. J'ai implanté beaucoup moins d'implants que lui de Lucidis. Voilà, donc bon, je suis Damien en Picardie, donc à l'Institut ophtalmologique de Picardie. Et donc, effectivement, je suis… Ah, pourquoi j'ai… Ah oui, c'est… Donc, je suis un fervent partisan des implantations multifocales. Bon, moi, j'ai mis mon premier implant dit progressif en 2008 et je fais 20% de ma chirurgie en multifocaux. Oh, j'en mets 100 à 130 par an. Donc, effectivement, comme tout le monde, en 2008, je mettais plutôt beaucoup d'implants diffractifs. Donc, l'implantation multifocale, bon, elle peut être, comme on l'a vu, thérapeutique ou réfractive. Donc, j'en mets soit dans le cadre d'une cataracte avérée, soit dans le cadre d'une chirurgie réfractive. Donc, l'intérêt, quelquefois, il y a intérêt donc, à mesurer la transparence cristallinienne pour savoir justement s'il s'agit plus d'une cataracte dite réfractive ou d'une chirurgie qui rentre dans le cadre d'une pathologie. Bon, il y a un critère économique, même quand on propose une chirurgie multifocale, il faut toujours avertir du coût, et plus le coût va être élevé, plus le patient va être exigeant. Donc moi, dans une cataracte classique, je propose toujours une chirurgie multifocale, avant 80 ans plutôt. Donc la multifocalité, on vous l'a expliqué, donc ça sert, comme son nom l'indique, de voir à toutes les distances, de loin, de près, et la vision intermédiaire. Donc, il est vrai que le cerveau joue un rôle important et c'est le cerveau qui va trier les images entre la vision de loin et la vision de près. Il va neutraliser l'image qu'il ne désire pas voir. Donc, il faut une certaine souplesse cérébrale. C'est pour ça que j'évite personnellement d'implanter en multifocaux des personnes âgées. Et donc, il faut toujours avertir le patient qu'il y a une période d'adaptation importante pour augmenter les performances visuelles. Donc, le bilan préopératoire, on en a parlé un petit peu, dialogue médecin-patient, comprendre les attentes. Il faut bien se faire savoir qu'il s'agit d'une chirurgie de compromis. On ne va pas rendre aux patients leur vue de jeunesse. Et puis, il faut évidemment mentionner les effets indésirables. Et moi, je préviens toujours mes patients qu'une explantation est possible en cas d'intolérance dans les 3 mois qui suivent la chirurgie. Donc, il faut évidemment faire signer un consentement éclairé et rechercher les contre-indications classiques. Donc, le docteur Beauvais a parlé des profils psychologiques particuliers, des sujets qui ont des contraintes visuelles exigeantes. Je suis exactement sur la même longueur d'onde. Je n'implante pas ces gens-là. Donc, évidemment, toutes les maladies oculaires évolutives sont une contre-indication à l'implantation multifocale. En ce qui concerne le myope, il est évident qu'un myope fort avec un fond d'œil comme celui de droite, c'est une contre-indication absolue à l'implantation. Par contre, on voit certains myopes avec des myopies assez importantes qui ont des pôles postérieurs tout à fait normaux, et aussi bien en examen de fond d'œil qu'en OCT. Ceux-là, je vais pouvoir leur proposer une implantation multifocale. Donc, les contre-indications, la vision binoculaire, bien sûr, on recherche une amblyopie, recherche les irrégularités cornéales. La taille pupillaire, comme l'a expliqué le docteur Beauvais, est un facteur important de réussite. Et puis, comme toute implantation, on fait systématiquement un examen OCT avant chaque chirurgie. Donc, la gestion post-opératoire, il est important de rassurer le patient et l'avertir que l'amélioration se fait au fil du temps, que la neuroadaptation est en général d'1 mois, mais quelquefois, elle peut être beaucoup plus longue. On rassure aussi sur les effets secondaires, sur les éblouissements lumineux et la gêne lumineuse. Et la gêne en lecture, en ambiance mésopique, il faut toujours avertir les patients qu'il faut souvent augmenter la lumière. Donc, comme beaucoup
d'opérateurs qui mettent des implants multifocaux, j'ai mis beaucoup d'implants diffractifs, avec les marges diffractives et avec des aberrations de très haut niveau. Donc, ces implants sont totalement indépendants du diamètre pupillaire et ont une assez bonne tolérance au décentrement. J'ai beaucoup mis d'Atelisa bifocaux avec lesquels j'ai eu d'excellents résultats. Mais effectivement, il y a des phénomènes photiques importants. Le Restore aussi est un bon implant. Alors, donc, les anciens implants type Rhizome, j'en ai pas une grande expérience, mais les résultats étaient assez décevants avec ce type d'implant. Donc, depuis 2014, comme le dit le docteur Beauvais, il y a plein d'implants dits EDOF à profondeur des champs étendus qui sont arrivés sur le marché. Et l'attente des personnes, de notre patientèle a évolué. Donc, c'est vrai que lorsqu'on implantait en bifocaux, donc on proposait une bonne vision de loin, une bonne vision de près, et on négligeait souvent la vision intermédiaire. Donc, les patients actuels sont plus exigeants. L'implant EDOF donc serait, et M. Beauvais l'a bien expliqué, un implant qui permet de voir à toutes les distances. Donc, en termes de marketing, les implants EDOF sont très différents en termes d'efficacité, de prédictibilité, de qualité visuelle. Alors, un des premiers sortis, c'est le Technis Symfony, qui est une addition un petit peu diffractive, avec une échelette diffractive qui permet surtout la vision de loin et la vision intermédiaire. Mais ces implants sont assez insuffisants en vision de loin, de près, et ils nécessitent toujours une petite addition, en général d'un 50, pour lire. Donc, il y a d'autres implants EDOF, entre guillemets, qui sont à la limite entre les diffractifs et les implants réfractifs, donc comme la Telisa trifocale, la Chrysof Panoptix, que j'ai beaucoup mis et qui donne d'excellents résultats. Donc, il y a d'autres implants aussi type EDOF comme le Biflexem, le Zeiss Satellera et d'autres implants dits par des technologies du trou sténopéique. Pour revenir à celui qui nous intéresse, donc l'implant EDOF, je ne vais pas vous faire un cours de physique, il a été fait beaucoup mieux lors de la première présentation. Donc, c'est un implant hydrophile avec modification d'aspéricité, une profondeur de champ qui peut aller jusqu'à 3 dioptries, peu d'effets photiques, c'est surtout ça qui est intéressant, et des mesures de fonction de transfert de modulation tout à fait séduisantes. Donc, le lucidis augmente, on vous l'a expliqué, augmente le niveau d'efficacité des lentilles intraoculaires par combinaison d'éléments optiques réfractifs et asphériques, et une résolution intensité lumineuse constante sur la rétine. Et par conséquent, c'est un implant qui est très bien adapté à la vision proche, intermédiaire et à la vision éloignée. Donc, instant de focus, donc ça, c'est la technique qui permet la combinaison naturelle. Je ne reviendrai pas sur la technique, elle a été exposée beaucoup mieux précédemment. Voilà, donc moi, j'ai une expérience plus modeste puisque ça fait 18 mois que j'ai dû mettre mon premier lucidis. J'ai 42 patients, 72 yeux, 17 hommes, 25 femmes, avec un âge entre 49 et 79 ans, donc avec un recul de 18 à 2 mois, donc c'est relativement récent. 3 implants premium, j'ai mis 7 implantations unilatéraux qui sont peut-être en attente de bilatérisation. Et j'ai des réfractions préopératoires qui varient de -11, donc -11 avec une bonne rétine qui jusqu'à +6. Et donc, j'ai posé des implants de +5 à +28 et 6 implants toriques. Comme le docteur Beauvais, je suis convaincu qu'un petit astigmatisme doit toujours être corrigé au-delà de 0,75. Donc, mes résultats, j'ai en réfraction post-opératoire
je vais avoir des équivalents sphériques qui vont s'échelonner de moins 0,75 à plus 0,50 et toujours un astigmatisme inférieur à 0,75 dioptrie. Et une vision de loin sans correction. Donc là, c'est vrai que je teste œil par œil et pas forcément en vision binoculaire. Mais vous voyez que j'ai 41%, c'est-à-dire 28 yeux qui vont avoir 10 dixièmes, 17 yeux qui vont avoir 9 dixièmes, 15 yeux 8 dixièmes, 22 yeux 8 dixièmes et 8 yeux 7 dixièmes. Donc en termes de pourcentage, c'est vrai qu'on a quasiment donc 88% des patients qui ont une bonne vision de loin, donc supérieure à 8 dixièmes. Donc, j'ai 4 yeux, donc 2 patients que je n'ai pas revus. Donc, la vision de près, donc lorsqu'on m'a présenté cet implant, on m'avait dit, oui, c'est un EDOF, la vision de près ne va pas être très bonne. Et en fait, j'étais très surpris, et c'est pour ça que j'ai continué à mettre cet implant, parce que moi, je pense que lorsqu'on fait une implantation multifocale, il est important de donner une bonne vision de près sans correction. Et en fait, j'ai 62 yeux qui ont P2, 5 P3 et 1 P6. Donc, j'ai un peu de mal à doser la luminance, mais c'est vrai qu'avec des luminances qui vont être de moyenne, souvent, lorsque je teste le P2, je le fais en lumière ambiante de mon cabinet. Et quelquefois, je rajoute mon spot sur le plan de lecture. Mais en général, les 62 patients, même sans ajouter le spot, réussissent à avoir donc un P2 en moyenne luminance, ce qui est pour moi un très bon résultat. Donc, en qualité visuelle, c'est vrai que j'ai 36 patients très satisfaits, soit 90% de mes patients revus, qui sont peu éblouis. J'en ai 4 qui portent des lunettes par intermittence avec une vision intermédiaire de bonne qualité. J'ai un patient, curieusement, qui a une mauvaise vision de près que je ne m'explique pas, avec un parinosis non améliorable, et je ne sais pas pourquoi. Et bon, 3 patients éblouis avec des difficultés de vision de près, mais qui portent une petite correction un peu plus régulièrement. Voilà, donc j'ai eu en complication, donc j'ai eu en paire opératoire 2 implants déchirés, mais au début c'était un petit peu une erreur de manipulation. En mettant un peu trop de visseux dans la cartouche, l'implant arrivait un peu en pièces détachées. Mais l'avantage des implants hydrophiles comme celui-ci, c'est qu'ils se découpent facilement et ils sont faciles à retirer. J'ai eu aussi une rupture modérée de sa capsulaire qui m'a quand même permis de mettre l'implant. Alors, en post-opératoire, l'implant est légèrement décentré, mais avec un 9 dixième P2, et la personne, quand elle compare cet œil par rapport à l'autre, trouve qu'il y a des petits halos d'un côté, alors que de l'autre côté, il est parfait. J'ai eu un syndrome d'Irvigas avec récupération à 10 dixièmes et un décollement de rétine 12 mois après la chirurgie, et que j'ai même revu hier et qui a récupéré 10 dixièmes puisque la macula n'était pas atteinte. Donc, en conclusion, pour moi, ce que je recherche dans une implantation multifocale, c'est une bonne vision de près, parce que je pense que c'est la vision de près qui est vendeuse. À partir du moment où on propose à un patient un implant multifocal, en général, il veut lire. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours été au départ très partisan des implants diffractifs, malgré les effets photiques indésirables. Mais il est vrai qu'avec ces implants-là, j'ai quasiment 1% d'explantation pour effet indésirable. Alors, les implants la plus récents, basés sur une approche diffractive-réfractive, sont fiables et prédictives, donc comme l'implant Panoptix de chez Alcon, ça marche très bien. Par contre, je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour les EDOF qui favorisent la vision intermédiaire et qui demandent donc des lunettes supplémentaires pour la vision de près. Et donc, j'ai été très agréablement surpris par les résultats de l'implant Lucidis, qui offre une alternative alléchante dans le cadre d'une cataracte avérée, mais aussi
dans le cadre d'une chirurgie par cristallin clair. Donc, il permet une autonomie à toutes les distances avec peu d'effets photiques, et son coût est compétitif. Alors, j'ai aussi une petite vidéo que je vais vous passer. Alors, l'avantage, donc nous, on dispose donc du système Callisto de chez Zeiss. Donc, moi, je fais une contre-incision et une incision avec un couteau de 2,2 mm. Alors, je localise mon incision. J'essaie toujours de localiser mon incision dans l'axe de l'astigmatisme, dans l'axe du méridien le plus cambré. Donc là, j'ai raccourci un peu. Alors, le Callisto nous donne la possibilité de pouvoir un peu contrôler le diamètre du capsulorhexis. Donc, c'est ce qu'on fait. Bon, ça n'a pas un gros intérêt. Alors, il est vrai que ce n'est pas un capsulorhexis au laser, mais on arrive, de toute manière, chaque chirurgien expérimenté arrive à faire un capsulorhexis bien rond. Bon, je vous ai sauté l'étape de la phacoemulsification. Là, on retire les masses en aspiration, en hydroaspiration. Donc là, l'implant là est mis aisément dans la cartouche. Donc maintenant, mon aide opératoire ne met pas trop de produits visqueux, donc, et il glisse beaucoup mieux à l'intérieur de la cartouche. Donc là, le système Callisto, donc pour l'implant torique, permet de localiser l'axe de l'astigmatisme. Les repères sur l'implant lucidis torique, ils sont très bien représentés. Donc, il est assez facile d'aligner en fait les repères avec l'image donc transmise. Là, on voit bien aussi la multifocalité du lucidis. On voit les reflets au niveau du centre. Voilà, donc honnêtement, c'est un implant, comme le docteur Beauvais, c'est actuellement l'implant que je pose le plus en matière de multifocalité parce que pour moi, il donne d'excellents résultats. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Donc, on va arrêter le partage. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est très intéressant. Alors, on va passer aux questions. Alors, dans le chat, je ne vois pas de nouvelles questions. Par contre, j'ai une liste de questions donc, qui nous ont été envoyées par des distributeurs qui ne parlaient pas français, donc je les ai reçus à l'avance. Et puis, vous pourrez y répondre. Alors, soit Dr Beauvais, soit vous, Dr Farge, ou les deux, pourquoi pas. Ok. Voilà. Alors, je les prends comme elles viennent. Alors, vous en avez un petit peu parlé. Je ne sais pas si peut-être il y a une précision à faire dessus. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour les patients avec une forte myopie? Je sais que le Dr Beauvais, vous en avez un petit peu parlé. Je crois que vous évitez plutôt... C'est pour tous les implants, la même chose, c'est-à-dire que quand on a un AL, une longueur axiale qui est trop grande, le calcul de l'implant devient de plus en plus aléatoire. Et comme on doit être absolument parfaitement à zéro pour que l'EDOF marche parfaitement bien, c'est pour ça que quand on a une grande myopie, comme l'a montré le docteur Farge, à moins 11, on a de la peine à arriver pile poil dessus, on y arrive, mais c'est pour ça qu'on leur dit, nous, en post-opératoire, et comme l'a dit le docteur Farge, le post-opératoire, peut-être qu'on va en parler, il est extrêmement important parce que tout dépend de ça. On peut leur rajouter justement un add-on, et à ce moment-là, ils ont la vision de près et de loin, mais on doit le faire presque en 2 temps, on y arrive, mais typiquement, il y a des bien meilleures biométries et des calculateurs qui sont bien meilleurs maintenant qu'autrefois.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Oui, oui, non, mais c'est une excellente réponse. Bon, c'est vrai que j'ai eu la chance, donc même sur la myopie de -11, là, que le résultat soit excellent et la patiente est très contente. Mais il est évident qu'on a un petit peu plus d'imprécision sur les longueurs axiales assez longues. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais alors, par contre, je n'ai pas la pratique de la donne et finalement, c'est une… enfin, si, j'en ai déjà posé, mais pas dans ce genre de choses. J'ai déjà fait on adonne des implantations secondaires multifocales, mais par contre, sur des rajouts de correction sur un multifocal, c'est quelque chose que je n'ai jamais pratiqué, en fait. Mais votre expérience m'intéresse d'ailleurs, parce que c'est peut-être quelque chose que je ferai à l'avenir, effectivement. Alors, c'est vraiment une excellente… avant, on enlevait les implants, puis on mettait un implant euh, monofocal. Et puis, c'était quand Oui, même assez difficile. On pouvait avoir… C'était long, c'était oui, difficile. Puis ensuite, le patient, il était de toute façon pas content parce qu'il ne voyait plus qu'une distance. Puis avec ce système-là, donc on attend toujours qu'il y ait 1 ou 2 mois pour que ça se stabilise. Et puis ensuite, on calcule avec les lunettes qu'on a mis, donc qu'on met œil par œil. Donc on ne fait pas de réfraction avant un bon mois. Avant, comme vous le oui. disiez, on fait binoculaire, et puis on leur montre des grosses lettres, et on leur dit c'est très bien. Comme vous l'avez très bien montré, il y a tout un système. Euh, le cerveau doit s'habituer à cette nouvelle vision. Je pense que c'est vraiment très important. Puis après, on calcule le résiduel. Et si le patient n'est pas content, on le fait lire avec ce résiduel. Et s'il arrive à lire de près et de loin qu'il est content avec ce résiduel, on pose cet add-on. Donc c'est assez simple Oui, comme… mais oui, oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est vrai qu'il faut attendre certainement 2-3 mois. Moi, c'est vrai qu'avant de pratiquer cette chirurgie additionnelle, effectivement. Très bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, on a reçu 2 questions dans le chat. Alors, première question, y a-t-il une valeur de longueur axiale à partir de laquelle vous choisiriez de mettre une Lucidis 124, donc le grand modèle d'aptique? Là, je laisse la parole au docteur Ben, Bourré. moi, j'aurais bien posé au moment où je vois qu'il tourne l'implant quand c'est un torique. C'est là où je me dis que j'aurais dû poser un plus grand, mais sinon, on calcule jamais. Je ne sais pas s'il faut calculer le blanc à blanc ou la taille. Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai toujours mis que des 104. C'est certainement une erreur de ma part. Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait mettre un plus gros. Ils sont difficiles à mettre quand même, ces implants Lucidis. Ils sont épais quand même. Il faut faire attention qu'on les injecte au départ. Oui, oui. Vous n'avez jamais eu de déchirés qui sont arrivés dans l'œil au départ, Non, peut-être? parce que d'autres multifocales, on les a déchirées, puis on met toujours beaucoup d'eau, on met très peu de visqueux, Oui, c'est on ça, n'a mais pas de place, c'est et puis on met ouais, beaucoup d'eau en fait dedans. ouais. L'eau C'est ce permet ouais, c'est ce qu'on m'avait pas dit au départ, et c'est pour ça que j'en ai déchiré 2, effectivement. Et là, maintenant, je fais comme vous, effectivement. Voilà, très bien. Alors, merci pour la réponse. Donc, on va passer à la question suivante. Alors, c'est un médecin donc, qui demande si vous avez de l'expérience par rapport à la monovision, monofocale plus lucidis. Oui, alors je pense que ça fait très longtemps que je pense que le docteur Fage sera d'accord avec moi. Si on met un implant trifocal ou bifocal que d'un côté et un monofocal de l'autre, en fait, il y a une sommation de la vue grâce au cerveau qui permet d'enlever les aberrations, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit toujours aux patients, vous verrez mieux avec le deuxième œil. Parce que ça ne fait pas 2 plus 2 égale 4, ça fait 2 plus 2 égale 8, en fait, pour le confort du patient et pour la vue. Donc, c'est pour ça que le problème qu'on peut mettre qu'un implant, si on a bien réussi un œil, puis que de l'autre côté, ben, on a une rupture capsulaire, c'est très gênant parce que justement, le patient, on sait qu'il ne va pas être très confortable. Ça fait longtemps qu'on le sait. Donc,
pour moi, c'est vraiment important de mettre les deux yeux à la fois. Et bizarrement, de faire les. Bon, maintenant, il y a une société qui fait les deux yeux à la fois, qui est canadienne. Enfin, je pense que je pense qu'on va faire dans le futur, on va faire les deux yeux à la fois, surtout pour les multifocaux. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire un œil en monofocal et un œil en multifocal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, c'est vrai que moi j'en ai mis là quelques-uns d'un seul côté, mais c'est dans le cadre de cataracte traumatique chez le jeune, donc des gens qui n'avaient pas de cataracte sur le deuxième œil. Donc après, ils seront implantés un jour. Et en fait, ils sont très contents. J'ai deux, trois patients d'ailleurs, qui ont une cinquantaine d'années, qui se passent de lunettes. Alors bon, ils ont un œil qui n'est pas opéré, et puis ça se passe très bien. Même donc avec un lucidisme que d'un côté. Vous visez quelle biométrie pour prendre l'implant? Vous prenez plutôt… Le Yolmaster de Oui, Zeiss. mais la vision légèrement myope ou légèrement hypermétrope, si vous n'êtes pas à zéro. Alors, Nous, on utilise soit les SR4, soit le Aegis. oui, alors oui, je me base plus sur le SRKT et bon, le Aegis plus pour les hypermétropes en fait. C'est comme ça que je fonctionne. Alors j'ai tendance à les mettre plutôt dans le sens de l'hypermétropie que dans le sens de la myopie. Je sais pas si c'est ce que vous faites. Alors, nous, moi, j'avais commencé à faire comme pour les autres les trifocales qu'on posait avant, style Zeiss, etc. On les prenait toujours légèrement plus hypermétropes. Puis maintenant, Anna m'a bien recommandé, donc mon chirurgien-chef, c'est de les prendre légèrement, la valeur très légèrement myope, parce que vous avez vu, la courbe de défocus, elle pardonne beaucoup plus du côté myope que du côté hypermétrope. Et je pense que si on prend moins 0,05 ou moins la première valeur de myope, je pense qu'on a… Mais, ouais. Donc, pour vous, il faut mieux les surcorriger légèrement, en fait. Enfin, les mettre à la limite de la surcorrection. Voilà, c'est ça, oui. Tout à fait. Voilà. Alors, on a une autre question qui se rapproche un petit peu, effectivement. Donc là, c'est un cas de figure où on a deux lucidis, dont un à moins 0,5, par exemple, sur l'œil non dominant. C'est très bien, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ça veut dire que c'est parfait. Il ne faut rien toucher. Oui, il ne faut surtout rien faire. Il ne faut rien faire. Et justement, c'est une bonne question. Donc, l'œil dominant, je dis à tous mes collègues et tous mes optométristes, la dominance, c'est un problème de strabologie. Il y a un œil de loin et un œil de près. Ça me semble beaucoup plus logique au point de vue théorique. Donc, il faut rechercher l'œil qui est confortable de loin et l'œil qui est confortable de près, avec juste une monovision pour savoir. Et ensuite, il faut toujours commencer par l'œil, parce qu'il y a des fois où s'il y a un œil de loin et un œil de près, il faut toujours commencer par l'œil de près parce qu'il pardonne beaucoup plus que l'œil de loin. D'accord. C'est très simple à savoir. Alors, j'ai une question pour vous, docteur Beauvais. Et donc, vous avez tendance à basculer légèrement ou vous les hémétropisez Moi, j'ai tendance à hémétropiser, soit un peu en plus, soit un peu en moins. Là, je suis d'accord avec vous, mais je ne fais pas de bascule, enfin de bascule légère. Non, je sais plus. On teste toujours le test de monovision avec le plus 1,5 pour noter ceci, mais après ça, on les met les deux pour les métropisations. Et puis, on leur dit toujours, si vous n'êtes pas content au bout d'un mois ou deux, on a un joker. Et à ce moment-là, on fait une réfraction. Avant un mois, on fait qu'une réfraction binoculaire et on leur dit que c'est très bien quand ils voient le gros A. Donc ça les enthousiasme. On fait même avec des orthoptistes, on fait on fait de la fusion pour les occuper. C'est un truc qui marche. Et puis après,
1 ou 2 mois après, si jamais ils sont toujours pas contents, ou ils disent mais j'ai payé pour voir de près, etc., on leur fait une réfraction, mais absolument œil par œil à fond. Les Mhm. optométristes me font ça. Et puis, on leur dit, ben voilà, soit vous portez une paire de lunettes, et puis à ce moment-là, ils disent ça va, ou bien sinon, on leur met Oui, la donne, oui. Mhm. cet add-on. Ouais. D'accord, Et là, j'en ai pas mis beaucoup parce que les gens sont vraiment très contents. J'en ai mis une dizaine seulement. Mais c'est beaucoup mieux que d'enlever l'implant. d'accord. Et puis, on peut leur montrer surtout. On peut leur montrer jusqu'où l'optique peut aller. Oui, tout à fait. Effectivement. Très bien. Alors, passons à la question suivante. Quelqu'un demande le rapport entre l'efficacité et la taille de la pupille. Est-ce que vous avez un commentaire peut-être à Je faire laisse par le rapport docteur à Bouvet ça? répondre. Oui. Il y a une formule qui montre pour la profondeur de champ, en fait, je pourrais vous le ressortir, qui est très intéressante. En fait, la pupille est le principal système qui permet d'augmenter la profondeur de champ. Elle est à la puissance 4. Donc, en fait, si vous n'éclairez pas, si vous avez en vision nocturne, si vous avez une grande pupille, d'une part, vous aurez beaucoup moins de profondeur de champ et en plus, n'importe quel multifocal ou LED-off ne marchera pas. Donc, vous le montrez aussi dans votre système. Donc, une pupille qui a 4 mm, elle n'aura aucun effet. Elle n'aura pas d'effet sur la pupille. Donc, la pupille sera grande, elle n'aura pas de profondeur de champ. C'est comme un appareil de photo. Et puis, l'EDOF en lui-même, il est au centre. Donc, il faut absolument vérifier cette pupille. Si vous avez des grandes pupilles de teenagers qui restent entre 9 mm et 6, ça ne marchera jamais. Bon, de toute D'accord, manière, c'est un merci. peu le même principe que le presbylásique, Oui, tout à fait. puisqu'on Tout est, à on est fait. sur le même principe optique Oui. qu'une chirurgie cornéenne. Alors, le presbylásique, il utilise l'aberration sphérique 4, comme je l'ai montré, Oui, et en fait, beaucoup moins bien que cet axicone, en fait. oui, tout à fait. C'est un autre principe, en fait. Oui. Donc, on a beaucoup moins d'aberrations. Bon. Après j'aurais aussi une autre question, justement, en ce qui concerne le presbylásique. Donc, quand vous avez un presbylásique que vous voulez opérer de cataracte, qu'est-ce que vous mettez comme implant? Alors, on a commencé à les mettre, justement, en fait, on n'a pas fait… les presbylásiques qu'on a fait, c'est des hypermétropes, hein, la Oui, plupart. Donc, on a augmenté le facteur Q et oui. on mettait pas jusqu'au lucidis, on mettait pas d'implants Multifocaux. multifocaux. Oui, Ouais. d'accord. Par contre, on a commencé à les mettre avec justement ce lucidis Oui, et puis on n'a pas de mauvais résultats en fait. d'accord. À part que c'est difficile à calculer. Oui, oui, effectivement, oui. Oui, ben, parce que bon, personnellement, j'ai une mauvaise expérience, justement, parce que j'avais certains confrères qui partaient du principe que le traitement cornéen, avec augmentation du facteur Q, augmentait la profondeur de champ. Et si on mettait un bifocal avec des marges d'escalier, finalement, on allait superposer, faire un système diffractif-réfractif. Donc, c'était séduisant. Bon, j'ai opéré un patient comme ça, mais il est très, très ébloui. Il n'est pas content du tout. Donc, avec un diffractif ajouté à un presbylásique, si vous voulez. Tout à fait, oui, oui. Oui, tout à fait. On augmente les aberrations en fait. Si on met Ouais, un système diffractif avec des aberrations, ça ne marche pas. Si, par exemple, ouais. typiquement si on ne corrige pas l'astigmatisme, qui est une des premières Ouais. aberrations, eh ben, le diffractif ne marchera sûrement pas. Hmm. Donc, Effectivement. c'est la première chose qu'on corrige. Non, Donc, non, mais et puis, si vous avez une expérience effectivement de lucidis sur presbylásique, effectivement, ça m'intéresse. Oui, si vous en commencez à en mettre un peu, je serais intéressé par vos résultats. bon, je dirais que je pense que de plus en plus, on mettra des implants plutôt qu'on fera des presbylásiques.
Mais ça, mon ami Charlie Ganassia se retourne. Vous prêchez un convaincu. Vous prêchez un convaincu. Alors, question suivante. Donc, quelqu'un demande l'efficacité et la puissance kératométrique. Qu'est-ce qui est mieux avec le flat ou le steep? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne comprends pas la question, on va dire. Ben, C'est le rayon plat ou le rayon Cambrai, je pense. On parle de non, de la kératométrie, ouais. Avec la règle, sur la règle. Par rapport à la cornée, ouais, bon, ok. On va passer à la question suivante. Donc, une autre question donc, par rapport à l'angle kappa. Est-ce que vous avez une recommandation d'un angle maximum pour vos observations? Comme disent les Américains, c'est une très bonne question. On ne calcule pas beaucoup. Non, on regarde, on a des patacams qui le calculent, mais on n'en fait pas très, on n'en fait pas souvent. On n'en fait pas souvent. Je ne sais pas si Dr Farge, vous le regardez bien. Non, j'avoue que ça serait peut-être intéressant, mais c'est quelque chose que je n'ai pas fait. D'accord. Alors, question suivante. Est-ce que la lentille Lucidis est conseillée pour les patients amblyopes? Si c'est une amblyopie faible, pourquoi pas, mais si c'est une amblyopie forte, ça ne sert à rien. Enfin, ça dépend tout de l'amblyopie. Si c'est une amblyopie à 0,6 modérée, 0,5, on peut toujours essayer. On peut toujours. Je suis du même avis, c'est-à-dire que l'amblyopie forte est une contre-indication à l'implantation, pour moi, l'implantation multifocale. Après, sur une amblyopie relative à 8/10, enfin, avec des antécédents de vision quand même relativement corrects, pourquoi pas, oui. D'accord. Alors, question suivante. Est-ce que vous implanteriez Lucidis dans un patient avec un décalage de la macula, tilting macula? Aucune idée. Non. Non. Je ne sais pas. Pas d'idée. D'accord. On va passer à la question suivante alors. Est-ce que, au niveau des formules, est-ce qu'il y a une formule que vous utilisez de préférence avec, c'est peut-être plus par rapport au patient plutôt qu'à l'implant, mais est-ce qu'il y aurait un commentaire par rapport à ça? Alors, dans les formules, actuellement, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé, et entre autres la formule de Barrett que vous utilisez dans votre calculateur. Il y a vraiment beaucoup de différences pour le calcul de la toricité de l'implant, et c'est la seule, actuellement, c'est une des seules qui calcule la profondeur de la chambre antérieure et la, la toricité de la cornée antérieure et postérieure. Donc, c'est à mon avis une des meilleures formules pour corriger les astigmatismes. Ça, c'est clair. Et ce qui est très difficile, c'est qu'il y a beaucoup de formules, et il y a beaucoup de formules de maisons qui vendent des implants, et on a un énorme range de différences en fait. Et actuellement, nous, on n'utilise plus que la barrette. Donc, notre ami est encore vivant, donc c'est pas mal d'avoir fait un super calcul comme ça. Et on le trouve sur le site de la CRS. Et c'est très facile, il vous le donne tout de suite. Et on a tout de suite donc la correction de l'implant avec son astigmatisme.
D'accord. Docteur Farge, est-ce que vous avez un Je ne ferai pas de commentaire commentaire. Alors, question suivante. Pourquoi vous préférez la correction post-opératoire avec un add-on et non avec le laser? Pour moi, elle est beaucoup plus stable jusqu'à preuve du contraire, parce que j'ai fait beaucoup de laser justement avec ces multifocaux en post-opératoire, et puis j'ai remarqué que la cornée, une fois opérée ou avec l'âge, elle bouge en fait. C'est comme les hypermétropes. Avant, on ne savait pas que la chambre antérieure devient de plus en plus petite avec l'âge. Et puis que nos implants touchaient quand on faisait des corrections d'hypermétropes. Donc, on a enlevé tous ces implants de chambre antérieure parce qu'ils abîmaient tous l'endothélium. Donc, il y a des tas de choses qu'on ne savait pas. Et puis moi, j'ai corrigé une vieille dame qui était charmante de 80 ans, qui voulait absolument tout. C'était une superbe italienne, mais elle voulait voir de loin et de près. Je l'ai corrigée 3 fois en LASIK. Et puis je me dis, mais je croyais ne pas avoir bien fait mon travail, mais en fait, en regardant ces pentacams, au fur et à mesure, elle bougeait complètement. C'est peut-être un seul patient, mais j'ai l'impression que les patients, leur cornée bouge avec l'âge, et surtout parce qu'elles n'ont plus la structure du cristallin. Et en fait, comme elles bougent, si on retrouve un astigmatisme, c'est clair que l'implant diffractif ne va moins bien marcher. Et l'implant lucidis, s'il n'est pas bien centré ou s'il y a un astigmatisme résiduel, il marche moins bien, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que je préfère j'ai l'impression qu'en mettant un add-on, en ne touchant pas la cornée, j'ai l'impression qu'on est plus stable dans le temps. Alors, question suivante. Alors là, je ne suis pas sûr de comprendre. Donc, c'est une question qui nous vient en anglais. Vaulting in follow-up related with anterior phimosis. Oui, si on a un implant, donc comme ces implants, si on a un vaulting de l'implant, s'il n'est pas complètement dans le sac, ça va faire une aberration qui est énorme, et puis ça ne va pas marcher. Donc c'est un implant qu'il faut absolument, d'ailleurs comme tous les multifocaux, il faut qu'il soit dans le sac et centré. Ils ont très peu de marge de manœuvre, en fait. J'en ai jamais mis dans le sulcus. On pourrait peut-être essayer le 124 pour essayer de mettre dans le sulcus. C'est peut-être une idée, mais pour le moment, je n'ai jamais mis ça. Je n'ai jamais eu l'occasion, mais ça serait peut-être une idée. Personnellement, je trouve que c'est un implant qui est assez bien centré sur le dessin des aptiques et cet appui, l'appui capsulaire. Par rapport à d'autres implants, je suis assez… bon, évidemment, des anciens implants navettes ou autres, mais c'est vrai que je trouve que le centrage de l'optique est souvent quasiment parfait. Oui, tout à fait. Mais je pense que la navette, typiquement l'implant l'implant de Zeiss, parce qu'il y en a d'autres, mais d'une part, c'est plus facile à injecter, et puis ce centre, au point de vue toricité, il bouge beaucoup moins qu'un implant avec des aptiques style ou le Mickey de Fine, par exemple. Oui, tout à fait, effectivement. Alors, question suivante. Est-ce que vous avez un point de comparaison avec la lentille Confort et Highens par rapport à la Lucidis? On en a mis que 2 ou 3, je crois. Peut-être pas, voilà. On en a mis 2 ou 3 au départ, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse faire une comparaison. En tout cas, ils avaient des halos, ceux qu'on a mis, donc on a arrêté. Parce que justement, on ne voulait plus de halos. Donc, on n'a pas beaucoup d'expérience. Oui, non, ok, très bien.
Alors, question suivante. Est-ce que vous avez observé un décalage vers la myopie après un certain temps après l'opération? Alors, Anna vient de me dire qu'elle a eu des décalages myopiques, oui. D'accord. Apparemment, c'est une tendance qu'on observe parfois. Alors, elle vient de me dire qu'elle a eu deux ou trois patients en décalage myopique. D'accord. Sur des hypermétropes qui étaient après calculés avec une très petite myopie, ils étaient franchement myopes. Mais bon, ça dérange moins que dans l'autre sens. Mais après, on peut toujours les recorriger avec la 2. D'accord. Alors, une autre question. Est-ce qu'il y a une meilleure tolérance physiologique à la décentration par rapport au profil diffractif? Non, je crois que tous ces implants qui ont un système central pour avoir une augmentation de la profondeur de champ, s'ils ne sont pas bien centrés, on aura des problèmes. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils soient centrés et puis qu'ils n'aient pas une trop grande pupille pour la lecture. Enfin, sinon, ça ne marche pas. D'accord. Alors, ça me permet de rebondir sur une autre question. Quelqu'un demande comment gérer la décentration. Donc, si elle advient, effectivement, est-ce qu'il y a une approche particulière par rapport à ça? Quand on a une zonulolyse ou etc., à chaque fois qu'on a eu un problème péropératoire et qu'on n'arrivait pas à bien mettre la lentille, on avait chaque fois des problèmes ensuite de vision. Si ce n'était pas son œil directeur de loin, bah, ça allait, mais si c'est son œil directeur de loin, il n'aime pas du tout. Ça augmente les aberrations, ça c'est sûr. Alors, je vais vous poser peut-être une dernière question. Pour un nouveau chirurgien, un chirurgien qui démarrait avec Lucidis, quelle serait votre recommandation? Allez-y. Les deux. Hein. Il faut en tout cas il faut en tout cas faire l'incision. Il ne faut pas le faire en premier lieu bouche à bouche parce qu'il est plus dur à instiller que les autres implants. Donc, si on fait la technique bouche à bouche, je ne sais pas comment dire en français, mais il faut plutôt agrandir l'incision vraiment à 2,2, mettre la cartouche dans la chambre et puis pousser tout tranquillement. Et puis, comme l'a dit le docteur Farge, nous, on met un visqueux assez liquide et puis on rajoute de l'eau et on regarde bien que le piston passe parce que sinon, ça fait éclater l'implant. Donc, c'est un implant quand même qui est assez épais et puis il ne faut pas qu'il parte comme un coup de canon parce qu'on a eu deux fois des zonulolyses à l'endroit où quand on envoie l'implant, le secoue, ça fait une petite zonulolyse. Et alors après, on a des problèmes de centrement, en fait. Sinon, c'est un implant qui est extrêmement facile, en fait. Docteur Fage, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Non, je confirme. Je trouve que c'est un implant extrêmement facile. Je trouve que les problèmes de décentrement sont peu fréquents. Et voilà. Et puis bon, bien sûr, pour une première implantation, bah oui, bah, il faut y aller. Et puis il faut à partir du moment où on est convaincu que l'implantation multifocale doit être proposée, et malheureusement beaucoup de chirurgiens ne le font pas. C'est pour ça qu'on voit pas mal de gens qui disent « Ah ben ouais, si j'avais su, si j'avais su qu'on pouvait mettre un implant multifocal », alors que pour moi, c'est quelque chose qui doit être proposé à chaque patient quand ils ne sont pas trop âgés. C'est vrai que les personnes âgées, moi, j'ai tendance à
ne pas leur proposer parce que la souplesse cérébrale n'est plus ce qu'elle était. Et il y a une chose qui est assez importante pour le chirurgien qui commence, c'est qu'il revoit son patient, ce que malheureusement je fais beaucoup, mais c'est hyper important que le chirurgien revoie son patient multifocal parce qu'il va beaucoup mieux le prendre en main si on fait le lendemain une correction patient de tout son astigmatisme, de tout son truc, ça ne marche jamais en fait. Il faut bien attendre le deuxième œil, il faut le faire rapidement le deuxième œil, et puis il faut faire des acuités visuelles sans correction binoculaire. Et là, ça pardonne énormément. Comme l'a dit le docteur Farge, il y a tout un système cérébral qui rentre en place et il faut leur apprendre à voir avec cette nouvelle vision. C'est exactement comme les gens qui prennent leur première paire de Varilux, ils sont un peu perdus. Donc, il y a toute une habitude à faire. Et si le chirurgien prend un patient qui lui est recommandé, il ne faut pas lui mettre un implant Lucidis ou un implant multifocal parce qu'il va le renvoyer et puis le gars va dire que ça ne va pas. Et puis il aura plein de problèmes. Il faut le faire avec ses propres patients et les choisir au départ. Puis après, on peut étendre le principe. Oui, c'est vrai qu'en fonction des correspondants, il y a des correspondants qui connaissent la démarche et d'autres qui la connaissent moins. Effectivement. Alors, question suivante. Donc, c'est une question d'un chirurgien qui est un utilisateur de Lucidis aussi. Donc, qui nous dit, même si on n'atteint pas les 20 sur 20, l'acuité visuelle lointaine est satisfaisante en l'absence d'effets indésirables comparé à d'autres multifocales. Quelle est votre opinion? Oui, tout à fait. Non, alors, 100%. On confirme. Oui. D'accord. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Voilà, donc on va s'arrêter là. A priori, oui, on a bien fait le tour. Voilà, est-ce que vous avez un petit mot de la fin ou un commentaire particulier? Comme on dit chez nous, on est surpris en bien avec votre implant. Là, c'était un peu une surprise pour nous aussi, en fait. On ne s'attendait pas à avoir quelque chose surtout pour la vision proche, puisque c'était un petit peu l'inconnu au départ. Moi également, donc vous m'avez un peu convaincu avec cet implant. Et puis, je vous dis, moi, quand on me proposait des implants EDOF, je dis, oh, de toute manière, ces trucs-là, ça ne marche pas. Ça ne donne jamais une bonne vision de près. Je l'ai essayé un petit peu en disant, bon, allez, il faut quand même voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai été agréablement surpris dès les premiers implants que j'ai mis. Et c'est pour ça que j'en mets encore et que ça a tendance à être mon implant de prédilection. Donc, voilà. Super, ben, merci beaucoup. Merci infiniment pour vos présentations. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter d'ores et déjà une excellente soirée et un excellent week-end. Bon appétit. Bonne soirée. Merci. Voilà. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.